Chaque vendredi, nous sommes avec un invité sport, avec Henri Akodo, journaliste sportif. Nous allons parler du Togo. Parlo Duarte en conférence de presse. En Afrique, la CAF valide le projet de Coupe du Monde tous les 2 ans. Et puis on termine par le Ballon d'Or. Messi mérite-t-il un 7e sacre? Henri Akodo, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à nos chers téléspectateurs. En pleine forme. En pleine forme. Vous revenez de la conférence de presse du sélectionneur national Parlo Duarte. Qu'est-ce qui s'est passé, Henri Akodo? Et oui, la salle de presse du bloc technique de la Fédération togolaise de football a servi de cadre pour une conférence de presse en ce jour animée par le sélectionneur national Parlo Duarte, qui a pris les rênes de cette équipe nationale togolaise il y a cela quelques mois, en août officiellement. Et donc, après 3 mois de parcours à la tête de cette sélection et la fin du parcours dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour les éperviers, première séance pour Paulo Duarte en tant que sélectionneur, il était important pour le technicien portugais de pouvoir se livrer face à la presse. Et donc, il a tiré le bilan de ces 3 mois de parcours à la tête de cette sélection en ce jour, et il a analysé les forces et les faiblesses de son équipe et il s'est projeté sur l'avenir. Voilà un peu les 3 points saillants qui ont tenu en haleine la presse sportive qui était présente en ce jour dans cette salle de presse du bloc technique de la Fédération togolaise de football pour cette conférence de presse de Paulo Duarte. Vous avez parlé de bilan, vous avez parlé également de force et de faiblesse. On va parler d'abord du bilan. Le bilan des éperviers du Togo, Henri Akodo. Oui, le bilan des éperviers du Togo sous l'ère Paulo Duarte pour bien ces sûr. éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la phase de poule, les éperviers étaient dans la poule G. Et le Paulo Duarte a eu l'honneur de pouvoir diriger cette sélection pour la première fois le 1er septembre dernier face au Sénégal lors de la première journée des éliminatoires de cette CAN, de cette Coupe du Monde justement. C'était une défaite. Après 6 rencontres, 2 défaites, 2 victoires et 2 matchs nuls, un bilan assez mitigé. Mais quand on scrute un peu le déroulement de ces sorties des éperviers, on constate à bien des égards que cette équipe est sur une dynamique ascendante. Elle avait traversé des périodes compliquées. Paulo Duarte a débarqué en septembre, en août dernier. Son premier match c'était face au Sénégal, je le disais, c'était une défaite. Quelques jours après, face à la Namibie également, c'était une défaite. Mais à partir de la 3e journée, cette équipe a rehaussé son niveau de jeu et a pu obtenir un match nul face au Congo lors de la 3e journée. Une victoire quelques jours plus tard en ce qui concerne la 4e journée au stade Alphonse Massaba Débat de Brazzaville. Pour la 5e journée, le Togo a sorti un match exceptionnel face au Sénégal, match nul face à la première nation au classement FIFA. Et pour terminer, une victoire face à la Namibie, une série intéressante de 4 matchs sans défaite. Cela n'est plus arrivé depuis 2005, entre 2005 et 2006. C'est quand même des résultats encourageants et c'est ce que Paulo Duarte a eu à souligner aujourd'hui en conférence de presse. Et il a précisé que au-delà de ces résultats qui commencent par venir, il y a encore des aspects à pouvoir améliorer. Il a salué l'esprit de solidarité, de combativité de son groupe, mais cette sélection est amenée à progresser, doit encore franchir des paliers pour pouvoir sortir des matchs références et pouvoir se qualifier pour la prochaine CAN 2023. C'est tout simplement l'objectif du technicien lusitanien à la tête de cette sélection nationale du Togo pour l'instant. Allez, à partir de ce bilan, Henri Akodo, on peut dégager les forces et les faiblesses de l'équipe des éperviers du Togo. Oui, d'abord, parlons des forces de cette équipe. On commence par déceler un peu cette patte du technicien lusitanais sur cette équipe. On sait très bien que c'est un sélectionneur, un technicien qui est furieux d'un football offensif, tourné vers l'avant avec beaucoup de mouvements, beaucoup de vivacité, de mobilité. C'est un adepte de l'école de Rinus Michels, le mythique entraîneur batave des années 70, qui a tout simplement systématisé le football total, un football total qui se dédouble avec 2 principes, l'espace et le temps.
c'est-à-dire la création de l'espace, la capacité à aller presser l'adversaire très haut. On s'est rendu compte que sur les 4 dernières sorties des EPE du Togo, on a constaté véritablement que cette équipe togolaise a aujourd'hui une philosophie de jeu assez claire. Dans l'animation, il y a des aspects positifs, notamment la circulation de balles, les conservations de balles, les séquences de dédoublement sur les côtés et bien évidemment les centres, la variation dans le jeu. Dans les sorties de balles également, on commence par avoir une certaine vivacité, spontanéité dans le jeu. En défense centrale, il y a de l'amélioration, même s'il reconnaît, je vais aborder rapidement les points faibles de cette équipe. Ouais. Il a encore reconnu aujourd'hui, son équipe doit s'améliorer sur l'aspect défensif surtout, parce qu'il y a des erreurs criardes, incroyables dans certaines rencontres, les erreurs d'alignement, de placement, de coordination, de synchronisation dans les mouvements. Une défense qui est rassurante, permet au bloc équipe de pouvoir bien évidemment se comporter au niveau de l'animation offensive. Et aujourd'hui, on décèle, au-delà de ces résultats positifs, une certaine frilosité et fébrilité au niveau de cette charnière défensive togolaise. Et il veut vouloir travailler sur cet aspect-là et surtout travailler l'aspect collectif, parce qu'une équipe, c'est d'abord tout un bloc équipe qui doit pouvoir suivre un mouvement d'ensemble, que ça soit en phase défensive. Les joueurs de la ligne offensive doivent être concernés par la récupération collective du ballon. Ils doivent fermer les lignes de passe, les angles de passe. Ils doivent courir à haute intensité. Et sur le plan offensif également, les défenseurs centraux, les latéraux doivent être concernés, se sentir concernés par les premières relances, mais également par l'occupation rationnelle du terrain et surtout par l'apport offensif pour pouvoir véritablement déséquilibrer le bloc adverse. Donc, Paulo Duarte, il sait très bien, c'est un entraîneur qui est très avisé, et il est connu par ses choix judicieux et je crois qu'il saura quand même pour les prochaines sorties, notamment en mars prochain, on parle d'un match, d'un stage qui sera ponctué d'un match amical ou bien de 2 matchs amicaux pour pouvoir véritablement se préparer pour la prochaine séance qui sera la CAN 2023. L'objectif, il est clair pour le technicien portugais, c'est d'arriver à pouvoir placer le Togo dans le top 10 des nations africaines dans les prochains mois et visiblement redonner un lustre d'antan à cette sélection qui a déçu plus d'un, il y a cela quelques mois. Ça, ce sont les ambitions. Est-ce que vous pensez que l'entraîneur Paulo Duarte, quand on voit l'effectif, a les moyens pour pouvoir le faire? Les moyens humains, bien sûr. Oui, à l'entendre, il est confiant, il se veut rassurant, il est déterminé, il estime qu'il a un groupe assez intéressant, qui est regorgé de talents rutilants. Il aime bien un joueur comme Plaka Fessoumeme, Kevin Denke. Ce sont 2 joueurs avec qui il a eu à faire un travail psychologique, parce que selon l'anecdote, lorsqu'il était arrivé, il avait senti que ces joueurs, dans les séances d'entraînement, trichaient, ils levaient le pied parce qu'ils s'étaient mis dans la tête qu'ils sont toujours des remplaçants. Et donc, il a essayé de pouvoir les motiver, les rameuter, les rassénérer, et il a senti visiblement que son discours novateur, déterminant, est en train de porter. On a vu Plaka Fessoumeme par exemple. Époustouflant et étincelant, Plaka Fessoumeme, qui on a connu il y a cela quelques années dans cette sélection tout simplement amorphe. Il était l'ombre de lui-même, mais Plaka Fessou, c'est la renaissance sous Paulo Duarte. 3 buts pour ces éliminatoires, c'est exceptionnel. Kevin Denke, un joueur puissant, virevoltant, qui est admiré par la soudaineté, la susurresse de ses frappes. Il tente énormément, il fait des appels. Ses qualités rassurent Paulo Duarte et il compte véritablement s'appuyer sur ces joueurs-là pour pouvoir permettre à l'animation offensive togolaise de pouvoir briller dans les prochaines sorties. Bien évidemment, Fodo Laba, qui reste le meilleur buteur de cette sélection en activité. 16 réalisations pour le sociétaire d'Al-Ain, même s'il reste une dizaine. Le sélectionneur pense visiblement que ce sont des moments qui peuvent arriver et qu'à un moment donné, il aura un déclic et il va recommencer par marquer pour la sélection nationale togolaise en défense centrale. Il a des certitudes. Dieng Darkounan, le capitaine, le joueur de Retafe, même s'il ne minore pas, il n'occulte pas quelques
errements dans son jeu, ouais. il est rassuré quant à l'avenir pour ce joueur et pour la sélection nationale togolaise. Il a également évoqué un aspect très important, les binationaux, cette prospection pour aller encore détecter les joueurs, pour pouvoir étoffer sa sélection nationale togolaise. En clair, je pense, à mon humble avis, que cette équipe a de la qualité. Il va falloir travailler les repères, les automatismes, les complémentarités pour pouvoir faire face à ces orgues du continent pour les prochaines échéances. Donc, vous l'aviez dit, l'objectif, il est clair, jouer la Coupe d'Afrique à venir au pays du président Alassane Ouattara. Exactement, la CAN 2023, au niveau de la Côte d'Ivoire qui attend cela depuis 1984. Le Togo y était d'ailleurs, avec une superbe génération, les Kodoui Mawena, les Denke Oiseau. C'est un signe, selon vous? C'est un signe, les Chounou Maouli. Donc, le Togo peut prétendre, encore une fois, participer à une CAN ivoirienne, une CAN qui s'annonce exceptionnelle, vu un peu les investissements, même si on peut décrier la pelouse du stade Dramane Ouattara développée à Anyama. Cette pelouse-là est en train d'être refaite complètement. Il y a de somptueux stades à Boaké, au niveau de San Pedro également, à Korogo. Je pense que le Togo ne peut plus se permettre de luxe de pouvoir rater cette compétition qui s'annonce palpitante. Et donc, il va falloir véritablement travailler. C'est quasiment dans une année, même si on sait qu'avec le calendrier international qui n'est pas assez clair pour l'instant, cette CAN risque d'être reportée, mais il faut être au rendez-vous et la CAN 2023 commence dès aujourd'hui. Il faut commencer par se préparer pour les prochaines éliminatoires qui vont venir tout juste certainement après la prochaine CAN. Et donc, voilà un peu, le Togo ne peut pas se permettre de louper encore une fois une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ayant raté les 2 éditions précédentes, ça ferait un peu tache d'huile. Et le technicien portugais sait qu'il est investi de cette mission et je crois qu'il va essayer de pouvoir la remplir parfaitement. Le projet de cette Coupe du Monde tous les 2 ans validé par la CAF, c'est confirmé? Oui, c'est confirmé. Le projet a été validé par la CAF au cours de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance huitième de football africain et au niveau du Caire, il y a cela quelques jours, il y a 7 jours quasiment, le président de cette confédération africaine de football sud-africain, Patrice Motsepe, l'a confirmé en conférence de presse après l'Assemblée générale. Ce projet a été validé à l'unanimité par les 55 fédérations de cette confédération. C'est la plus grande confédération dans la sphère footballistique, bien évidemment. Et donc, c'est un poids énorme, c'est un soutien énorme à ce projet qui est très cher au président Gianni Infantino, l'Italo-Suisse, qui a même assisté à ces travaux de cette Assemblée générale ordinaire de la CAF. Pour ma part, ce projet, pour moi, n'est pas encore très clair. J'allais justement vous poser la question, en quoi consiste véritablement ce projet? Les défenseurs de ce projet, et notamment le technicien français Arsène Wenger, qui est un grand théoricien, qui est un grand théoricien de football, bien évidemment, et qui est un conseiller au président Gianni Infantino. Il pense à des réformes au sein de l'instance faîtière du football international, disent que ce projet a été, bien évidemment, est mis en place pour pouvoir rendre viable sur le long terme cette grande compétition qu'est la Coupe du Monde. Ce projet, une Coupe du Monde tous les 2 ans, selon les experts de la FIFA, serait beaucoup plus rentable et ça permettrait au football de se développer dans les petits coins sur le continent africain. Ça, ce sont les propos des défenseurs de ce projet. À l'opposé, les profondeurs pensent bien évidemment que ce projet va tuer le football africain et je suis de cette frange-là parce que pourquoi parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un calendrier assez clair. Vous avez beaucoup de compétitions qui s'enchaînent et donc un projet d'une Coupe du Monde tous les 2 ans, si ça se matérialisait, on est en droit de pouvoir douter un peu de la régularité, de la constance de notre compétition chère à nous, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule également tous les 2 ans. Comment est-ce que ça va se faire? Même si ceux qui sont pour le projet disent que
notamment le président Patrice Motsepe, se défend en disant que ce projet ne va pas tuer la compétition africaine, notamment la CAN. Permettez-moi de pouvoir douter de ce projet qui, pour moi, va un peu mettre un peu dans les tiroirs, bien évidemment, cette compétition africaine qui va perdre peut-être d'une certaine compétitivité parce que les joueurs vont enchaîner beaucoup de matchs. Il faut également penser à cet aspect très important, la condition physique des joueurs qui seront mis à rude épreuve, enchaîner des matchs à pratiquement chaque 3 jours à un rythme intense, à un rythme ébouriffant. Ça va lessiver les joueurs, ils seront complètement cramés. Et moi, j'ai peur pour leur santé. Je pense qu'un projet de Coupe du Monde tous les 2 ans n'est pas tout simplement la meilleure chose pour le football. Donc vous préférez tous les 4 ans, comme cela se fait? Tous les 4 ans, parce que c'est très important, parce que la rareté d'un événement sportif crée un peu une certaine émulation. Ça donne une certaine valeur, un certain goût à cette compétition. Lorsque cette compétition, elle est organisée de manière régulière dans un intervalle de temps assez réduit, vous convenez avec moi que ça perd un peu de sa valeur, ça perd un peu de sa, bien évidemment, de son goût. Ça devient insipide. Et donc, à ce niveau, je pense que le projet de Coupe du Monde tous les 2 ans n'est pas la bonne chose, n'est pas la bonne stratégie pour le football international, ni notamment pour le football africain dans cette période. Et puis, l'Afrique organise toutes les CAN chaque 2 ans. Les CAN chaque 2 ans, j'allais dire. Oui. Ça risque d'être pénible pour les joueurs africains. Oui, ça risque d'être pénible pour les joueurs africains. Quand on sait déjà que les clubs européens ont toujours fait semblant de pouvoir, bien évidemment, minimiser la valeur de la compétition africaine, parce qu'ils savent que les joueurs africains, ils ne veulent pas que les internationaux africains qui évoluent au sein de leur club puissent participer à cette compétition. Rajouter, réformer la Coupe du Monde et la jouer tous les 2 ans viendrait encore mettre en mal ces joueurs africains qui ont déjà du mal à pouvoir enchaîner beaucoup de matchs sur une saison. Je pars du principe, je pars du postulat selon lequel lorsque vous êtes un joueur professionnel, au-delà de vos responsabilités, vous avez également le droit à une bonne santé, et le fait d'enchaîner beaucoup de compétitions ne vous permet pas de pouvoir jouir de votre carrière. Allez, on va parler également du Ballon d'Or 2021 remporté par Lionel Messi, l'Argentin, son 7e. Henri Akodo, est-ce que selon vous ce Ballon d'Or est mérité? De toutes les façons, Lionel Messi vient d'ajouter une 7e palme à sa collection unique. C'est exceptionnel, c'est historique. Il consolide davantage son record. Il devient le seul joueur à pouvoir l'emporter à cette reprise. C'est sublimissime. C'est sublimissime, c'est exceptionnel. Il dépasse de 2 longueurs. Un autre monstre, Cristiano Ronaldo, les 2 joueurs. C'est le duopole qui a pris en otage cette prestigieuse récompense individuelle sur les 15 dernières années, au-delà, excepté Luka Modric, qui a mis sa main sur ce trophée en 2018. Ce sont ces 2 joueurs-là qui se sont succédés depuis 2008. Et donc, vous convenez avec moi que c'est un trophée aujourd'hui qui devient la chasse gardée de Cristiano Ronaldo, mais surtout de Lionel Messi. Ça, c'est un fait. Il a décroché son 7e Ballon d'Or après un vote de 170 journalistes qui ont voté pour le lutin argentin. Ça, c'est un état de fait. Maintenant, quand on analyse un peu la saison de Lionel Messi, quand on essaie de faire un peu une étude comparative entre Lionel Messi, de la saison de Lionel Messi, et celle du 2e, du Polonais Robert Lewandowski, on s'en rend compte visiblement que Lionel Messi, objectivement, ne méritait pas de pouvoir décrocher un 7e sac. Quand on prend un peu les 3 critères qui permettent aux votants de pouvoir désigner le Ballon d'Or, le premier critère, il s'agit de la performance individuelle sur toute la saison, sur toute l'année. Sur cet aspect,
Lionel Messi a marqué 31 buts avec le FC Barcelone au niveau de la Liga, terminant meilleur buteur de ce championnat. Alors que Robert Lewandowski, il a inscrit 41 buts, battant ainsi un record qui date de 4 décennies, celui de Gerd Müller, qui était le meilleur buteur sur une saison en Bundesliga. Sur cet aspect, Robert Lewandowski dépasse largement Lionel Messi. Quand on prend un peu l'année civile de Robert Lewandowski, c'est quand même 67 réalisations en 35 matchs, une moyenne de 1,47 buts par match. C'est exceptionnel ce que Robert Lewandowski a fait. Quand on prend le deuxième critère, qui est le critère de la récompense collective, bien évidemment de la performance collective, Lionel Messi n'a gagné qu'une Coupe de Roi avec le FC Barcelone. Cette formation du FC Barcelone qui a terminé 3e de la Liga la saison dernière. Cela n'est plus arrivé depuis 14 ans. Le FC Barcelone a été éliminé en 8e de finale de la Champions League. Cela n'était plus arrivé depuis 13 ans. Une équipe amorphe qui était complètement perdue. Il était incapable de porter cette équipe-là. À l'opposé, et il a également remporté la Copa América avec sa sélection, l'Argentine. Avec sa sélection. Ça a sans doute pesé. Oui, ça a pesé, mais quand on analyse les choses en profondeur, Michel Takwa, permettez-moi de douter un peu de cette compétition. Oui, je n'ai rien contre cette compétition, mais une compétition à laquelle participent 12 sélections, où il n'y a même pas de phase éliminatoire, cette compétition, franchement, on ne peut pas valoriser cette compétition. Et c'est une compétition toujours remportée également par le Brésil qui devient souvent champion du monde. Exactement, le Brésil, quelquefois l'Uruguay, le Chili. L'Argentine ne l'avait plus remporté depuis 1991. Certes, Lionel Messi a mis fin à cette disette, mais une compétition qui a duré que 3 mois ne peut pas primer sur toute une saison époustouflante qu'a fait Robert Lewandowski. Et sur le plan collectif, ouais, justement. Justement, qui a gagné sur le plan collectif la Bundesliga pour la 7e fois avec le Bayern de Munich et a remporté également la Super Coupe d'Allemagne. À ce niveau également, Robert Lewandowski dépasse largement Lionel Messi. Maintenant, quand on analyse le 3e critère, la performance, la carrière du joueur, le statut du joueur, on sait très bien que Lionel Messi, sur les 15 dernières années, est un monstre, c'est un joueur exceptionnel, formidable, capable de faire la différence. Il est doté de cette malice espiègle, c'est un génie du football, mais sur la saison, franchement, Robert Lewandowski a été époustouflant. Pas seulement sur la saison, mais depuis la saison dernière où le trophée n'a pas été décerné, il a battu tous les records. Je pense que nos confrères journalistes qui ont participé au vote cette année, et le vote au niveau de ce trophée décerné par le plus vieux magazine sportif au monde, France Football, n'ont pas bien agi en décernant un 7e ballon d'or à Lionel Messi. Cela ne reste que mon avis. Et la preuve, quand vous voyez un peu, ça fait le tollé général de la presse internationale. Tout le monde en parle. Bien évidemment, en France, partout. Partout. Tony Kroos est allé également de son commentaire. Iker Casillas, Jean-Pierre Papin, ancienne légende du football. Bien évidemment, ancien vainqueur du Ballon d'Or en 1991. Même Jürgen Klopp a parlé. Donc, cela illustre parfaitement le mécontentement, l'agacement de plusieurs acteurs du football par rapport à ce prix qui a été décerné à Lionel Messi. Un prix qui était visiblement immérité. Alors, ça veut dire qu'Henri Akodo aussi a parlé aujourd'hui. On a vu sa version. Il y a le prix de meilleur gardien remporté par le gardien Donnarumma, le gardien italien du PSG. C'est encore une fois la même problématique entre Lionel Messi et Robert Lewandowski. Oui, Donnarumma, bien évidemment, Gianluigi Donnarumma évolue dans une sélection exceptionnelle qui a un aura médiatique plus important que, bien évidemment, celui du Sénégal. Mais quand on analyse un peu les critères, en principe, c'est inconcevable qu'on puisse sacrer Gianluigi Donnarumma au détriment d'Edouard Mendy. Quand vous voyez un peu la performance individuelle d'Edouard Mendy sur la saison, il a réalisé plus de clean sheets que Gianluigi Donnarumma. Il évolue au niveau de Chelsea. Gianluigi Donnarumma était avec le Milan AC. Sur le plan collectif, Edouard Mendy a remporté, bien évidemment, la Ligue des Champions. Et sur toute la saison, il a été déterminant pour son équipe. Il a fait des arrêts importants, des arrêts décisifs. Mais Gianluigi Donnarumma, il gagne ce trophée
selon les observateurs, du fait l'euro aurait compté. De l'euro, une compétition qui a duré 3 semaines, Michel Glory, Samuel Takpa, et toute une saison. Et alors, en face, il n'y avait pas la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être. Il n'y avait pas la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, quand on regarde un peu au regard des critères de vote qui sont mis en exergue par la rédaction de France Football, on parle de la performance du joueur sur l'année civile. Entre l'année civile, entre toute la saison, la régularité, la constance d'Edouard Mendy, dont il a fait preuve avec Chelsea cette saison, et une compétition, les performances de Gianluigi Donnarumma sur 3 semaines, le choix était clair si on voulait être objectif. Encore une fois, les votants n'ont pas fait preuve d'objectivité. Cela ne reste que mon avis. Ils n'ont pas fait preuve de hauteur et ils sont tombés dans ce piège-là des sponsors pour aller décerner ce trophée à Gianluigi Donnarumma. Alors, vous pensez également, comme les autres, qu'on prime le marketing. C'est d'ailleurs l'argument de certains. De toutes les façons, aujourd'hui, le football mondial ne peut pas se départir de ces grandes firmes, de ces grands sponsors qui injectent énormément de l'argent. Mais pour ma part, je pense que les valeurs qui sont prônées au niveau du football, qui sont prônées par les instances, les valeurs de solidarité, d'éthique et d'universalité doivent également être matérialisées au niveau de ces récompenses individuelles. On ne peut pas seulement, à cause de l'argent, mettre à côté les vrais méritants. Merci beaucoup à vous, Henri Akodo. On va juste marquer une pause pour le journal et on revient avec nos invités pour Regard Croisé. Bon week-end à vous, Henri. Merci.